Voilà, donc en fait là cet après-midi, je vais passer la parole à Andrea Vaughan qui va animer cette première table ronde. Andrea fait partie du COMEX du CFA et elle est une experte du domaine des startups. Donc en fait, ça pouvait pas mieux tomber que ce soit toi pour voilà nous emmener dans cette discussion passionnante là tout de suite. Eh ben, merci Tania pour cette petite introduction et bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de motivés dans le franco-allemand parce qu'on en a besoin plus que jamais. Donc cet après-midi, on va ouvrir les discussions autour de l'innovation et des startups. J'ai toujours hésitation de parler en anglais, mais bon, ça va être une table ronde franco-allemande parce qu'on a trois francophones et un germanophone. Donc, n'hésitez pas à utiliser les casques si vous le souhaitez. Donc, notre thème cet après-midi, c'est des succès start-up entre la France et l'Allemagne. Donc, on a quatre excellents exemples sur scène cet après-midi. Donc, Jean-Louis Juchot, CEO de Talano Technologies, Yoon Lu, CEO de Rosy Solar. On rentrera dans le détail évidemment ce que font ces entreprises. Niels Karn, CEO de Mitigant, tout fraîchement de Berlin. Et Vincent Briand, cofondateur et CEO de DeepKey. Et l'objectif, c'est de vous montrer déjà quatre exemples vraiment fantastiques de taille tout à fait différente. Ici sur le panel, mes quatre exemples fantastiques de start-up qui sont actifs en France et en Allemagne d'une manière assez différente chacune. C'est pour ça c'est intéressant. Et de discuter un petit peu des challenges aussi, parce qu'en tant que start-up, on a beaucoup de challenges dans la croissance des entreprises, évidemment, et un petit peu aussi de leurs souhaits et ce que peut le franco-allemand leur apporter dans leur chemin de croissance et également évidemment l'Europe. Donc pour commencer, on va vous présenter les quatre sociétés, comme ça vous savez de quoi on va parler, parce que c'est tout à fait passionnant. Et évidemment, on va commencer avec Ladies First. Youn, si tu peux nous présenter ce que fait Rosy Solar, donner un petit peu le taille de l'entreprise et ce que vous faites. Ah, Merci, vous m'entendez? Donc, Rosy, c'est une société française à Grenoble. On a développé des technologies, industrialisé ces technologies pour recycler des matières premières de haute pureté issues des modules solaires en fin de vie. Donc, aujourd'hui, Rosy, c'est une société de 7 ans. On a développé nos propres technologies et puis on est une équipe de 45 personnes. On a commencé une première usine en France. Donc, c'est une usine de 3500 mètres carrés. On recycle des modules solaires en fin de vie pour le marché français. Donc, aujourd'hui, les matières recyclées, donc y compris toutes les matières. Ici, j'ai des exemples si vous voulez regarder. Donc, silicium, argent, verre, cuivre, aluminium. On a les meilleures puretés sur le marché du monde. Donc, notre plan, c'est de faire des extensions dans les autres pays en Europe parce que c'est une mine ultra riche de matières premières. Donc, une plus grande usine, ça sera en Allemagne, en collaboration avec des partenaires en Allemagne, donc des grands acteurs industriels. Donc, moi, je suis est un peu difficile à définir. Donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en France et puis j'ai fait une thèse en Allemagne. Et après, j'ai toute ma carrière en photovoltaïque. Donc, commencé à travailler quand j'étais assez jeune en Suisse pour Meyer Burger Technology Group. Et depuis là, je travaille toujours, je pense que ça va encore durer quelques années. Je reste en photovoltaïque, matière première, et puis essayer de boucler cette chaîne valeur. Merci. merci beaucoup. Nils, möchtest du uns erklären, was ihr macht bei Mitigant und seit wann und wie groß das Unternehmen ungefähr ist? Klar, gerne. Vielleicht komme ich erstmal kurz dazu, wie es zu Mitigant gekommen ist, weil 3 der Gründer haben sich an einem Forschungsinstitut in Potsdam kennengelernt. Das nennt sich Hasso-Plattner-Institut. Das beschäftigt sich sehr viel mit IT. Also wer Hasso-Plattner kennt von SAP
weiß, dass er im IT-Bereich eine Größe ist. Und ich habe meine beiden Mitgründer dort kennengelernt, die haben beide ihren Doktor im Bereich Cybersecurity gemacht. Und wir haben gesehen, dass die Ergebnisse aus den Doktorarbeiten man benutzen kann, um ein Tool zu bauen. Und so hat es mit Mitigan 2020 angefangen. Wir haben dann erstmal einen Prototypen gebaut und 2021 dann die Firma gegründet zu viert. Was machen wir? Mitigan selber, wir machen Cloud Security. Ja, also Cloud hat man vielleicht schon mal gehört, Amazon Web Services, Microsoft Azure, sowas. Und wir helfen Unternehmen dabei, diese Cloud zu sichern, die Datenbanken, die da drin sind, die virtuellen Maschinen, die da drin sind, richtig einzustellen auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite auch Unternehmen dabei zu unterstützen, sich vor Angriffen zu schützen. Ja, also KI oder AI ist ja gerade das Top-Wort in allen möglichen Firmen, mit denen ich zu tun habe. Und dementsprechend ist auf der anderen Seite es auch so, dass KI angegriffen wird. Und auch das kann man mit unserem Tool an der Stelle dort eine bessere und resistentere KI machen. Wir sind jetzt ungefähr 11, 12 Leute und bei uns haben einige größere Firmen investiert, die es uns auch ermöglicht haben, die Firma aufzubauen. Ja. Vielen Dank, Niels. Vincent, est-ce que tu peux nous parler de DeepKey et de ton entreprise, ce que vous faites pour qu'on ait une bonne idée de DeepKey et de vos activités? Merci Andrea. DeepKey, nous sommes une entreprise logicielle de 400 personnes que nous avons créée il y a 10 ans et nous utilisons justement l'intelligence artificielle pour aider les propriétaires de patrimoine immobilier à décarboner leur patrimoine, donc faire en sorte de savoir quels sont les choix de conception, de rénovation, d'usage des bâtiments que l'on peut faire pour réduire l'impact des bâtiments sur l'immobilier. Il y a un changement climatique, l'immobilier c'est 40% des émissions dans le monde et 80% du patrimoine de 2050 existe déjà et donc il faut rénover tout ce patrimoine et c'est ce que nous faisons en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne et depuis peu aux États-Unis. Merci Vincent. Et enfin, Jean-Louis. Ah oui, tu n'as pas de... On va le partager. Merci Andrea. Bonjour à tous. Talano Technologies est une clean tech spécialisée sur un secteur assez peu connu, enfin c'est la qualité de l'air, mais sur un secteur assez peu connu, c'est la réduction des émissions particulières dues au système de freinage. Un frein, c'est une plaquette de frein pour faire court. Quand nous étions tous beaucoup plus jeunes, c'était de l'amiante. Donc, je ne vous fais pas le procès de l'amiante. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, ce qui a été utilisé dans les plaquettes de frein depuis 25 ans est largement aussi cancérigène que ce qu'il y avait avant. Et donc, le rôle de Talano est de développer des systèmes qui permettent de capturer à la source l'émission particulière de frein, que ce soit sur des véhicules automobiles, véhicules légers, véhicules lourds, sur des véhicules ferroviaires. On voit tous l'importance dans un métro, évidemment, où la concentration particulière peut être de 10 fois, 20 fois les seuils autorisés par l'OMS, et c'est principalement de l'émission particulière des freins. Vous imaginez bien, quand le métro rentre et qu'on attend tous consciencieusement sur la plateforme, eh bien, on respire bien les émissions particulières. L'Europe, pour nous, est très importante, puisque Euro 7 vient d'établir des nouvelles règles qui vont limiter les émissions particulières de freins pour tout ce qui est véhicules automobiles légers et lourds. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, vraiment des entreprises vraiment passionnantes, mais très différentes aussi. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi ces entreprises font ce qu'ils font, pourquoi ils ont choisi de créer cette activité. Et là, à nouveau, je voudrais commencer avec Youn. Donc, dans la préparation de la table ronde, évidemment, on a échangé ensemble. Donc, ce que vous m'avez partagé, c'est que le recyclage des matières premières, évidemment, dans l'industrie des panneaux solaires est essentiel parce que c'est des ressources qu'on n'a pas en Europe, qu'on n'a pas dans les pays dans lesquels on veut les utiliser. Donc, on a besoin de les récupérer quelque part et idéalement dans les panneaux solaires qu'on a déjà ici, donc pour les recycler. Et ce que vous m'avez dit aussi, c'est que c'est une excellence qu'on a eue en Europe dans le passé, mais qu'on a perdu sur les dernières années parce que la production des panneaux solaires ne se fait pas en Europe. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse idéalement retrouver et vous participer à ça.
Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette importance-là et aussi de l'importance de ce recyclage pour le marché européen? Oui, avec plaisir. Donc, je pense qu'on est tous d'accord, hein, photovoltaïque, énergie solaire, il est en train de devenir une source d'énergie plus importante pour notre planète parce que la transformation de lumière en électricité n'implique pas de CO2. Néanmoins, la fabrication des panneaux solaires, c'est très, très intensive en énergie, en CO2. Parce que déjà pour le silicium, hein, pour 1 kilo de silicium, on a besoin de 3 kilos de quartz. C'est pas du sang, c'est pas du sable de la plage d'ailleurs. C'est vraiment mine de quartz assez spécial. On a besoin de 2 kilos de bois et 1 kilo de charbon pour faire 1 kilo de silicium intensif en CO2 et énergie. Et puis pour de l'argent, par exemple, donc dans les panneaux solaires, hein, argent et leur rôle, c'est comme électrode, hein, pour sortir l'électricité générée par les cellules. Dans le monde entier, la fabrication de photovoltaïque, c'est à peu près 15% de consommation d'argent. Et on n'a jamais assez d'argent. Donc, l'argent est sur la liste de matières critiques pour l'Europe à partir de cette année. Encore, il y a des matières comme du verre, aussi très intensives en CO2, aluminium et du cuivre. Donc, il y a déjà la première génération des panneaux solaires qui arrivent à leur fin de vie. Il y a le FIT en Allemagne pour panneaux solaires. Il arrive leur fin, leur première année, vers la fin de FIT, c'est cette année, 2024. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de panneaux solaires qui vont retraiter et il faut traiter. Donc aujourd'hui sur le marché, la plupart de recyclage, c'est par broyage, donc recyclage mécanique qui ne permet pas de recycler ces matières premières de haute qualité. C'est dans ce contexte-là, Rosie, on est parti pour recycler ces matières premières de haute qualité. Donc on vise vraiment sur les industries critiques en Europe pour réintégrer ces matières recyclées. Donc par exemple, notre partenaire pour le silicium à réutiliser, c'est Evonik, donc c'est un grand groupe en Allemagne. Notre partenaire pour faire l'industrialisation, automatisation, c'est Siemens. Et la technologie, c'est très française, donc c'est une équipe vraiment 100% de French Alps. Donc c'est dans ce contexte-là, on veut relocaliser une partie importante de matières premières locales en Europe pour aider à recommencer la fabrication photovoltaïque en Europe. Ça, c'est notre but, notre contribution aussi. Donc, pour la collaboration franco-allemande, c'est très, très important pour nous parce que personnellement, j'ai vécu les deux cultures françaises et allemandes. Je vois, il y a des synergies vraiment très, très belle synergie entre les deux cultures concernant comment on voit les technologies, comment on voit les collègues, y compris parce que vous bien remarqué, je suis non seulement pas européenne, je suis femme. Donc c'est un fait. Dans un business, dans un contexte industriel très dur, hein, grande échelle. Donc pour moi, c'est un sujet que j'aime bien traiter. Comment on peut gérer différentes cultures, différents collègues de différentes origines et aussi différents pays. Spécifiquement pour Allemagne et la France, c'est très important parce qu'on doit admettre c'est quand même les deux pays les plus importants pour l'économie en Europe. Soit l'économie monte, soit on a un peu de chute les derniers jours. Donc c'est ce que je souhaite, de bien profiter des avantages, des compétences de tous les deux pays pour compléter cette chaîne de valeur photovoltaïque qui est très longue à partir de ressources matières premières jusqu'à des équipementiers, fabrication et réutilisation dans tous les pays en Europe. C'est pour ça que je voudrais vraiment, moi je peux dire, de demander à tous les collègues, toutes les industries en France, en Allemagne, d'être plus ouverts à s'accepter, de bien avancer ensemble, de collaborer à la place de faire des compétitions. Donc, c'est le souhait d'une start-up d'avancer vite, en profiter de ce qu'on a en Europe, porté par ces deux pays. Merci. Merci Youn.
Nils, mehr und mehr und vor allem auch diese Woche könnte man sagen, hören wir, dass wir uns in Europa ein bisschen mehr um unsere eigene Verteidigung kümmern müssen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht kannst du uns erklären, was das Thema Cybersecurity in diesem Kontext damit zu tun hat, wie wichtig das ist. Ich glaube, viele wissen hier schon, dass es wichtig ist, aber vielleicht wie wichtig es ist. Und vor welchen Herausforderungen wir stehen in den nächsten Jahren, wenn wir über Cybersecurity sprechen. Vielleicht ein bisschen im geopolitischen Kontext, aber vor allem auch im technologischen Kontext, würde ich sagen. Okay, ich versuche mal den das komplette abzugeben an der Stelle. Also was man sehen kann und was wir auch als Startup sehen, ist, dass natürlich die Angriffe zugenommen haben in den letzten Jahren. Ich glaube, da erzähle ich hier keinem nichts Neues. Was kritisch an der Stelle ist, dass halt das, was man früher so kannte, einfach diese Ransomware, die man irgendwo gelesen hat, ja, diese Angriffe gibt es immer noch, ja, aber diese Angriffe, Ransomware ist meistens, sage ich mal, nicht politisch, sondern da geht es um Geld. Ja, das ist ein Businessmodell, die wollen Geld verdienen. Ja. Und die Angriffe, die für uns jetzt aber ich sag mal, an der Stelle fast gefährlicher sind, die politischen Angriffe. Ja. Weil die Leute, die eine Ransomware machen, die gucken, komme ich rein bei dem Unternehmen, kann ich das irgendwie platzieren? Wenn nicht, gehe ich zum nächsten Unternehmen. Ja, die politisch motivierten Angriffe, das ist halt etwas, die warten so lange, bis sie bei dem Unternehmen reinkommen. So. Und was ich an der Stelle sehe, ist, dass ich finde, hier in Frankreich, ich habe mich mit vielen Cybersecurity-Startups hier unterhalten, gibt es eine sehr gute Bewegung. Ich glaube, so ungefähr seit 10, 15 Jahren ist Frankreich recht aktiv im Bereich Cybersecurity und es sind sehr, sehr viele gute Startups rausgekommen. Im deutschen Bereich kenne ich, glaube ich, alle Cybersecurity-Startups. Wir sind alle in einem Hub organisiert und ich finde, da gibt es nicht genügend. Ja, Cybersecurity ist auch ein sehr weiter Begriff. Ne? Also ich mache jetzt Cloud Security, das ist ein kleiner Anteil davon. Da gibt es noch Endpoint Security, da geht es dann um die einzelnen Geräte, die abgesichert werden. Und um das komplett in den Griff zu bekommen, das Thema, wird es nicht ausreichen, dass wir in Zukunft uns auf israelische oder amerikanische Unternehmen verlassen, sondern es muss eigentlich auch aus Europa selber kommen, dass man sich da an der Stelle drum kümmert. Ja, also die Thematik ist wichtig und wird wichtig bleiben. Ich teile vielleicht hier einfach mal, ich war vor ein paar Monaten einmal eingeladen zu einer Austauschrunde bei unserem Vizekanzler Herrn Habeck. Und da ging es einfach um das Thema, wie kriegt man in der Industrie es hin, dass man schneller Produktionswege machen kann und das auch besser absichern kann. Ne? Das nennt sich Digital Supply Chain an der Stelle. Ja? Und ich glaube, da haben wir in Deutschland noch einiges an Aufholbedarf. Ja? Aber wenn man diese Digital Supply Chain sieht, muss man da auch Cybersecurity mitdenken. Ja? Weil wenn ich natürlich weiß, okay, Bauteil A XYZ ist morgen dort, und hat den und den Tracker dran, dann muss ich auch dafür sicher gehen, dass, wo das Ding gecheckt wird, das auch abgesichert ist. Nicht, dass das Bauteil irgendwo verloren geht und dann Produktion stillsteht. Ja, also man muss da Cybersecurity einfach mitdenken an der Stelle. Und was ich, sag ich mal, als Startup sehe, ist, dass wir vielen Unternehmen helfen könnten, an der Stelle auch schneller zu agieren. Ja, weil viele Unternehmen sind mit Cybersecurity überfordert. Wir haben jetzt die neue NIS-2-Direktive, die jetzt reinkommt für alle möglichen Industrien, die essentiell sind und auch kritisch sind. Für die Banken kommt DORA rein. Und ich glaube, dass Startups da auch helfen könnten, diesen Unternehmen dabei diese Herausforderung, auch diese neuen Normen einzuhalten, zu unterstützen. So, habe ich noch was vergessen? Was sollte ich noch mit abdenken? Ich glaube, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass natürlich in solchen Sektoren, gerade wie im Cybersecurity-Bereich, es natürlich wichtig ist, dass wir europäische starke Unternehmen haben, die unsere europäischen Industrien und Bürger schützen können, was in dem Sinne schwierig ist, dass es natürlich einfach ist, Cybersecurity bei großen Anbietern, die mit einem M anfangen oder einem A anfangen oder einem GAFAM anfangen, einzukaufen, weil es natürlich einfach ist, weil man kennt es, man hat die Sicherheit und es wurde noch niemand gefeuert, weil er bei IBM was eingekauft hat. Aber die Frage ist natürlich, von wem wollen wir beschützt werden in der Zukunft? Gerade in der heutigen Zeit kann man sich diese Frage stellen und das richtet sich natürlich dann an alle
großen Unternehmen vor allem, die einkaufen und die in ihre Anträge und in ihre Planifikation, weiß ich jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, eben auch deutsche Ausschreibungen, danke, eben auch europäische Unternehmen einfließen lassen, was heute noch überhaupt gar nicht Standard ist. Also oft ist einfach die einfachste Wahl bei Microsoft noch einen Zusatzservice zu wählen, anstatt dass man sich überlegt, welche europäischen Anbieter können wirklich unsere Daten, sei es jetzt Verteidigung, sei es Gesundheit, sei es alle Daten, um die es bei uns geht in Europa, zu schützen. Und da sind eben solche Unternehmen unglaublich wichtig und stehen so ein bisschen vor der Herausforderung, dass man... Ich würde da mal noch zwei Aspekte erweitern. Ja? Also du hast jetzt schon die großen Player genannt, die haben natürlich Geldmengen, die ich als Startup nicht habe. Ja? Also für Startups im Cybersecurity-Bereich, und wir unterhalten uns auch mit finnischen Startups, ne, in dem Bereich, ist der Zugang zum Geld und zum Kunden eigentlich die zwei größten Probleme. Ne? Also selbst wenn man, ich habe letztes Jahr einige, sag mal, befreundete Startups in die Insolvenz gehen sehen, weil halt irgendwann das Geld ausläuft und man nicht genügend Kunden in genügend Zeit gewinnt. Ja? Und wenn diese zwei Sachen etwas besser organisiert werden. Ja, also ich habe gesagt, dass wir großen Firmen dabei helfen könnten, Probleme zu lösen, aber dazu müssten wir auch mit den großen Firmen sprechen können. Ja, und es gibt kein richtiges Austauschforum, wo man sagt, okay, auf Augenhöhe kommt man mal zusammen, die großen Firmen teilen ihre Probleme, die Startups sagen, okay, das können wir lösen und mit den 3 Anpassungen kann ich dir noch die anderen Sachen mitlösen. Ja, also da gibt es keinen Austausch an der Stelle. Also das würde ich mir zum Beispiel wünschen an der Stelle. Ja. Danke, vielen Dank, Niels. Vincent, tu nous as, dans la présentation de DeepKey, parlé un petit peu des enjeux sur lesquels vous avez un impact avec DeepKey. Est-ce que tu peux nous donner un contexte européen autour de votre question et en parallèle aussi nous dire comment, parce que je pense que ça peut être intéressant pour notre auditoire, comment nous raconter comment vous avez grandi en tant que DeepKey. Vous êtes aujourd'hui leader mondial dans votre secteur. Quel était un petit peu les différents pas que vous avez faits, les différents pays que vous avez développés pour devenir aujourd'hui ce leader mondial dans votre secteur? Oui, c'est un marché naissant, donc on est les plus gros, mais on est encore tout petit. Il y a encore tellement à faire. C'est vrai que la question du changement climatique et plus généralement de l'ESG a en Europe, et grâce à l'Europe, une résonance très forte, plus forte que dans d'autres régions du monde. On peut parler de l'Asie, on peut parler des États-Unis, évidemment. Et c'est à la fois, parfois... comme le disait hier le gouverneur de la Banque de France, un empilement de normes et de réglementations qui sont un peu fatigantes pour nous tous, mais en même temps c'est aussi une source d'opportunité parce que ça nous oblige à innover. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple de comparaison, à part quelques normes à New York City, en Californie, quelques réglementations qui poussent à rénover les bâtiments et à chercher à réduire l'impact de l'immobilier sur le climat, il n'y a pas de réglementation réellement aux États-Unis. Et en l'espace d'un an, nous sommes passés de quasiment 0 à 15% de notre chiffre d'affaires là-bas parce que nous avions ces technologies que nous sommes les seuls à avoir, alors nous et puis d'autres Européens, mais plus que nos confrères américains. Et en l'occurrence, en Europe, nous avons la chance d'avoir 2 grands marchés, en particulier l'Allemagne qui est le plus grand marché de l'immobilier, devant la France. La Grande-Bretagne est plus grande, mais ils ont décidé de partir, donc je les compte pas. Et on a vraiment un levier à jouer parce que ces réglementations qui parfois sont un peu pénibles nous ont aussi donné les moyens de développer des solutions technologiques, des solutions pratiques qui permettent de faire des économies massives d'économies d'énergie ou de CO2. Et pour répondre à ta deuxième question, et ça je crois que c'est vraiment, pour terminer, un avantage comparatif que nous avons en Europe, une chance. Je pense que parfois on cherche à faire concurrence à la Chine ou aux États-Unis sur les infrastructures, sur des technologies très larges, alors qu'en fait on est très bon nous pour avoir des usages bien particuliers en Europe sur certaines questions. Et donc nous on fabrique pas de cloud, on fabrique pas de data center mais en revanche, on sait utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle, d'informatique moderne, pour répondre à des cas d'usage très précis. Et celui dans lequel DeepKey, nous sommes lancés depuis 10 ans, c'est identifier à distance que faire
pour réduire l'impact des bâtiments sur le climat et sur l'environnement de manière générale, sans avoir à se déplacer et en utilisant un maximum les données existantes. Il y a 10 ans, lorsque nous avons commencé, lorsqu'on disait rénover un bâtiment, c'était systématiquement, il faut faire le tour, il faut visiter le bâtiment, installer des compteurs, et on s'est dit quel dommage. Et il y a des millions de bâtiments, si on doit faire ça sur tous les bâtiments d'Europe, on va mettre des dizaines d'années avant de le faire. A-t-on même simplement la main-d'œuvre pour pouvoir le faire? Non. Et donc on s'est dit comment on peut utiliser les données existantes et faire levier sur ces données existantes grâce à l'informatique moderne, grâce aux sciences statistiques et informatiques pour répondre à des questions concrètes. Et c'est ce qu'on a fait. Par exemple, je donne un exemple. On peut enrichir les données grâce à l'intelligence artificielle. Nous, on récupère des données satellites ou aériennes des bâtiments et au droit d'un bâtiment, on est capable de dire, l'algorithme le dit automatiquement, quelle est la nature de la toiture. Est-ce que c'est une toiture végétalisée? Est-ce que ce sont des panneaux solaires? Est-ce que c'est du gravier? Est-ce que c'est de la tuile, de l'ardoise? Et ça, on n'a pas besoin de le faire remplir, de le visiter, de le vérifier. C'est une information qu'on a instantanément maintenant grâce à ça. Un deuxième exemple, c'est grâce aux compteurs communicants et aux courbes de charge de consommation d'énergie, d'électricité, de gaz ou d'eau, ou de réseau de chaleur ou de réseau de froid, on est capable à distance de dire qu'une centrale de traitement de l'air, une chaudière, est bien ou mal régulée, qu'elle démarre trop tard ou trop tôt, trop fort ou pas assez. Et ça, là encore, on n'a pas besoin de se déplacer. Et c'est la beauté de l'informatique moderne, c'est de pouvoir, à partir de ces données existantes, eh bien, donner des recommandations qui permettent de rénover. Et ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons fait au début en s'entraînant en France. Très vite, nous avons accompagné nos clients à l'étranger, puisque les entreprises n'ont pas que des bâtiments dans certains pays. Parfois, certaines d'entre elles ont des bâtiments dans plusieurs pays. Et on a appris à le faire dans les pays les uns après les autres. Aujourd'hui, nous couvrons 65 pays où on connaît quasiment parfaitement la réglementation, toutes les contraintes techniques qui varient, toutes les spécificités locales. Et en fait, grâce à l'informatique, on arrive à automatiser tout ce travail de prise de décision pour, encore une fois, acheter, vendre, assurer, rénover, construire des bâtiments. Merci beaucoup, Vincent. Jean-Louis. Merci. Oui. Alors, donc votre activité, comme vous l'avez dit, elle est mondiale parce qu'on a besoin de résoudre ce problème partout dans le monde où il y a des freins. Donc, il y en a partout des freins dans le monde. Donc vous avez développé la technologie ici en France, mais vos plus grands partenaires, en fait, qui sont les Tier 1, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont en Allemagne. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collaboration franco-allemande? Oui, je reviens juste une seconde sur la notion d'Europe, donc la norme Euro 7 dont je parlais tout à l'heure. Vous vous souvenez que toute l'industrie du transport routier est régulée depuis 25 ans par les normes Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui réduisent les émissions des moteurs. Donc c'est tout ce qui est combustion. Et depuis Euro 7, qui a été voté en avril de cette année, il y aura une limitation des émissions particulières de frein. Donc l'Europe donne le pas dans ce secteur et les réglementations européennes s'imposent à terme dans le monde entier. Nous, on a développé un système, on est une boîte d'ingénierie, on est une dizaine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, on développe un système qu'on brevette et ensuite nous travaillons avec des industriels pour venir à fabriquer ces systèmes et les distribuer. Naturellement, dans l'industrie automobile ou dans l'industrie ferroviaire, nous avons des partenaires en Allemagne. Et nous étions, pour vous donner un exemple très récent, à InnoTrans il y a un mois et demi, donc le salon mondial du transport ferroviaire à Berlin, avec notre partenaire Knorr-Bremse. Donc Knorr-Bremse, c'est le leader mondial du frein ferroviaire, c'est une société bavaroise. Et évidemment, quand on est un fabricant de freins, leader mondial ou pas d'ailleurs, mais quand on est un fabricant de freins, on est confronté à un problème qui est de dire ces freins émettent des particules fines, ces particules fines sont cancérigènes et il faut bien freiner, il faut bien arrêter les véhicules. Et donc l'émission particulière est consubstantielle du freinage et elle ne peut pas être supprimée, sauf à ne pas freiner, ce qui est de nouveau un problème. Donc nos partenaires sont naturellement les grands industriels, les tier 1, comme on dit, qui vont fabriquer ces sous-systèmes de freinage, que ce soit le frein lui-même ou que ce soit les garnitures de frein. Ils sont confrontés à cette problématique et nous leur apportons la réponse pour
dépolluer leur propre système sans qu'ils aient à les modifier. Il faut se rappeler que l'industrie du frein, c'est pas une industrie qui est hyper innovante, hein. Un frein à disque, ça date des années 50, hein. Donc, on n'a pas inventé grand-chose depuis, mais en revanche, aujourd'hui, le corps social n'accepte plus ces émissions particulières, la réglementation ne l'accepte plus, et donc il faut trouver un moyen de la réduire. Comme l'a dit Andrea, notre sujet est d'abord européen, mais il est mondial. Il est bien évident qu'un système de frein en France, en Chine ou en Australie, c'est la même chose. Un métro, c'est la même chose. Et un véhicule automobile, léger ou lourd, c'est la même chose. Donc oui, notre empreinte potentiellement est mondiale, mais elle va commencer par l'Europe grâce à cette réglementation. Merci beaucoup. Donc, dans le prochain tour de questions, ce qui m'intéresse et ce qu'on voudrait entendre de nos panélistes, c'est de connaître un petit peu les facteurs clés de succès et peut-être les plus grandes différences, parce qu'on est tous entre franco-allemands, donc on sera très intéressés par ça. Donc, Youn, quelles sont, dans votre secteur, les plus grandes différences entre la France et l'Allemagne qui sont innées au marché, mais aussi à votre fonctionnement et à votre industrie, et particulièrement pour Rosy Solar? Oui, donc dans notre secteur, la chaîne de valeur, c'est très longue, hein, photovoltaïque, de matières premières jusqu'à fabrication. Donc il y a une différence assez claire entre les deux pays, la France et l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est vraiment plutôt sur les technologies. Donc, c'est-à-dire les technologies des équipementiers, par exemple, les procédés et comment on peut réaliser les procédés, ils sont moins ouverts aux nouvelles technologies. Donc, côté hardware, équipement, sont bien, il a une très très bonne base, industrialisation, mais moins, je peux dire, agile pour les ouvertures. Dès qu'il y a des changements des technologies, les directions stratégiques dans le monde photovoltaïque, on a du mal à suivre. On est très très resté sur ce qu'on a. La France est plus ouverte. Sur les nouvelles technologies, les nouvelles technologies sur les cellules. Et aussi, comme on est une société française et aussi avec des relations en Allemagne, donc les attitudes des deux gouvernements sur les innovations sont très différents. Donc plutôt en France, on est plutôt ouvert pour avancer plus agressivement, pour implanter, pour pousser les startups dans les nouvelles technologies à plus agressives, je dirais, qu'en Allemagne. Donc, ce qu'on souhaite, c'est comme l'Europe, c'est tout ensemble à peu près la taille de la Chine. Et puis, on a perdu cette compétition, je peux dire, jusqu'à maintenant en photovoltaïque, presque complètement. C'est-à-dire, si on veut remonter une industrie photovoltaïque, il faut avoir au moins 3 lignes. Dans une première ligne, il y a des équipements, donc équipementiers. Deuxième ligne, des matières premières. Et troisième ligne, des excellences dans les opérations. Ça, on a toujours ignoré un peu quand on regarde les machines uptime en Chine pour fabrication photovoltaïque. Je peux dire c'est 20-30% plus élevé que chez nous. Donc là, notre souhait, c'est vraiment, il faut comment on peut combiner les avantages, les points forts de tous les pays pour recommencer cette industrie. Et aujourd'hui, le recyclage, donc c'est encore, je peux dire, une petite bataille. On commence. C'est vraiment basé sur les innovations européennes. On a tout développé, les technos, industrialisés. Et maintenant, c'est le moment où on va... Ce que je souhaite, c'est de travailler ensemble pour faire l'upscaling rapidement, industrialisation, et puis pour avoir beaucoup d'avance sur ce point qui permet de réduire le coût de production de toute la chaîne et qui permet en fait de redémarrer photovoltaïque en Europe. Un dernier point, j'ai beaucoup de regrets quand je vois comment photovoltaïque a une chute libre en Europe les derniers 10 ans, c'est qu'on a ignoré le rôle et la position de technologie dans notre industrie
on parle beaucoup plus de trade war, de stratégie, mais on n'a pas donné assez d'attention à bien stabiliser, bien rendre notre positionnement technologie, innovation bien stable, donc bien prendre leur place dans notre développement. C'est là on a raté plusieurs décisions très importantes. On ne mange pas de photovoltaïque en Europe, qui a contribué, à mon avis, vraiment beaucoup à notre échec, si on peut dire, temporaire, j'espère, en photovoltaïque aujourd'hui. Donc, en 2 mots, c'est vraiment collaboration et d'être ouvert à s'accepter et co-construire cette industrie. Merci beaucoup, Youn. Et auf Deutsch. Umswitchen, Nils. Wir haben auch drüber gesprochen in der Vorbereitung vorhin, auch nochmal auf für dieses Panel, die Offenheit der Unternehmen und um ein bisschen auf den deutsch-französischen Vergleich zu kommen, weil ihr arbeitet auch gemeinsam mit Frankreich, ihr habt Partner hier in Frankreich, um auch in den französischen Markt einzusteigen und hier auch, sag ich mal, Kunden zu finden. Und wir haben auch ein bisschen über den Unterschied gesprochen, die Innovationsfreudigkeit zwischen Deutschland und Frankreich und was man ja sagen kann, die deutsche Risk-Averseheit, die wir, glaube ich, alle ganz gut kennen, die wir hier im deutsch-französischen Bereich arbeiten. Wie empfindet ihr das im Cybersecurity-Bereich, Nils, zwischen Deutschland und Frankreich und was sind da so die Herausforderungen? Ja, also ich habe an der Stelle eher den Einblick, wie sich die Cybersecurity-Startups unterhalten. Ja, und wir sind da halt auf Augenhöhe und besprechen halt auch die Herausforderungen. Ne? Also für viele französische Startups ist natürlich interessant der deutsche Markt, weil er sehr groß ist, der aber nicht einfach zugänglich ist an der Stelle. Auf der anderen Seite auch für mich als deutsches Startup ist es nicht so einfach, in den französischen Markt zu gehen. Ne? Ja? Wir haben Partnerschaften geschlossen. Wir haben zum Beispiel mit Sequoia.io eine Partnerschaft und auch mehreren kleineren Anbietern hier, um einfach den Markt überhaupt zu fassen zu kriegen. Ja. Was wir aber gehört haben oder was ich bemerkt habe, ist, dass die französischen Firmen, wenn es eine Möglichkeit gibt, einen französischen Anbieter zu nutzen, der die gleiche Qualität anbietet wie ein amerikanischer Anbieter, würden die französischen Firmen eher dazu tendieren, den französischen Anbieter zu nehmen. Ja, was für mich interessant ist, weil in Deutschland würde das nicht passieren. Ja, es gab im April einen sehr interessanten Artikel. Deutsche Firmen investieren 10 Milliarden in Cybersecurity und davon 0 in Startups. Ja, also du sagst Aversität, ich würde sagen deutsche Angst. Mal was auszuprobieren ist für ein Startup, wenn man in den Markt rein will, nicht ganz ohne. Ja? Und für mich sind solche Partnerschaften auch mit den französischen Startups die Möglichkeit, wenn man einen Kunden hat, der interessiert ist am Produkt, dass man sagt, okay, du machst halt da sozusagen den Service zum Kunden, ja, und wenn du irgendwann mal irgendwas im deutschen Markt brauchst, können wir dir da auch helfen, weil wir mittlerweile auch im deutschen Markt ein Partnernetzwerk aufgebaut haben. Ja. Und so kann man sich da an der Stelle auch gegenseitig unterstützen, den Markteintritt in den jeweiligen Ländern zu machen. Ja. Danke, vielen Dank, Nils. Vincent, donc toi, tu auras 3 questions en une. Parce que on sait que tu dois partir à 45 pile. Donc, du coup, il faut que tu prennes les dernières 3 questions et faire une grande réponse. Donc, on en avait discuté, mais il y a quand même des différences entre la France et l'Allemagne dans votre secteur. Et ce qui m'intéresse, c'est, premièrement, donc il y a 3 questions en une. Quelles sont les plus grandes différences au niveau du marché et au niveau de votre fonctionnement entre la France et l'Allemagne? Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, quels sont les challenges que vous voyez dans votre déploiement sur le marché allemand et les plus grands défis auxquels vous devez faire face pour vous imposer aussi sur le marché allemand, face à la concurrence et face à toute la German Angst que vous avez peut-être aussi dans votre métier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et la troisième partie de la question, c'est quel serait ton souhait
à toi pour l'Europe, pour le franco-allemand? Est-ce qu'on va laisser, on t'a déjà posé la question hier, est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi là pour regarder un petit peu les années qui viennent. Donc, comment est-ce que vous voyez ça chez Deepkey? Waouh, merci. La première question, la différence, je vais pas revenir sur la partie innovation et start-up, effectivement, comme le mentionnait Niels, il y en a des différences. Sur la partie immobilière non plus, je vais pas revenir dessus. Il y a, la structure du marché de l'immobilier en France, en Allemagne est différente. Il y a beaucoup plus d'entreprises, plus locales en Allemagne, etc. Mais plutôt sur l'incentive ou le moteur lié à l'environnement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en dehors des réglementations chapeau, parapluie européenne, il y a moins de réglementation locale en Allemagne qu'en France, par exemple, et c'est couplé au fait aussi que en France, les acteurs sont très drivés par la réglementation en premier lieu. Donc, on cherche à être en accord avec la réglementation plus que d'avoir un raisonnement financier de bon sens, même parfois, et nos clients souvent passent à l'action parce qu'ils doivent passer à l'action, non pas parce que c'est rentable ou pertinent. Alors qu'en Allemagne, nos clients ne raisonnent pas de la même manière. Ils n'aiment pas parler de capex, ils parlent d'investissement. Et il faut d'ailleurs qu'il y ait un retour sur investissement, c'est important, ce qui est d'ailleurs plus sain. Mais donc, il faut que les solutions qui sont mises en œuvre sont souvent des solutions qui doivent montrer une rentabilité à court terme ou à moyen terme. Et les décisions pour s'intéresser à la rénovation des bâtiments ou s'équiper avec des solutions comme les nôtres sont moins portées par la dimension purement réglementaire. Ça, je crois vraiment que c'est une différence majeure entre nos deux pays et qui est très intéressante. D'ailleurs, intéressant de noter que les États-Unis raisonnent plus comme l'Allemagne. Et donc, aux États-Unis, il n'y a quasiment pas de réglementation, je vous l'ai dit. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a appris à faire en Allemagne, on le reproduit aujourd'hui dans les États-Unis, ça marche très bien. Pour la deuxième question, définitivement, c'est la différence culturelle qui parfois nous écarte un petit peu les uns des autres. C'est plus facile qu'on est en France d'acheter à des Français, c'est plus facile qu'on est en Allemagne d'acheter à des Allemands. Et ça, on a eu beaucoup à apprendre, non seulement d'avoir toute une équipe aujourd'hui de 20 personnes à Berlin qui est bien sûr allemande, mais aussi de comprendre ces différences. Et comment on s'y est pris? Déjà en demandant à des gens qui connaissent, qui sont biculturels, binationaux et qui peuvent conseiller les entreprises. Et merci Andrea, parce qu'on se connaît depuis maintenant 7-8 ans et c'est toi qui nous avais accompagnés lorsqu'on a démarré en Allemagne à comprendre ces différences. Et elles sont nombreuses. J'ai pour souvenir que une offre en France de 10 slides pour convaincre un client, c'est 5 slides en Grande-Bretagne, 3 aux États-Unis et 50 en Allemagne. Et c'est toi qui m'as appris ça. J'exagère bien sûr, mais c'est important de décliner tous les cas d'usage, de montrer toutes les références, de répondre à toutes les questions. Et ça, on l'a appris grâce à cet apprentissage. J'ai d'ailleurs ce livre que j'ai distribué à tout le comité exécutif de Erin Mayer, Culture Map, qui est vraiment exactement Culture Map, qui est vraiment vraiment passionnant en la matière. Et puis pour répondre à la dernière question, puisque j'ai plus qu'une minute, fondamentalement, c'est la paix. Moi, je suis très inquiet pour mes enfants. J'en ai deux garçons, 4 ans et 8 ans. Je suis très inquiet de l'évolution du monde en Ukraine, en Palestine, en Asie, et très inquiet de la montée des populismes. Et je crois qu'on ne peut plus trop attendre des hommes politiques et des femmes politiques qui prennent des décisions et que le tissu économique doit s'emparer de notre destin. Et je crois que des initiatives comme celle d'aujourd'hui, de cette semaine, sont essentielles. Surtout que Victor Hugo disait que les États-Unis d'Europe ne pouvaient exister qu'avec l'alignement de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Bon, les British sont partis, donc on a doublement le devoir de faire quelque chose ensemble et de, comme le disait tout à l'heure Youn, de coopérer plus que d'être en concurrence les uns des autres, parce que je pense qu'il en va tout simplement de la paix pour l'Europe si on ne le fait pas. Merci. Bon, la table ronde n'est pas finie. C'est pour toi. Et à bientôt. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Bon, Vincent m'avait prévenu qu'il devait partir et comme on a pris un peu de retard suite au déjeuner, on doit malheureusement le laisser partir. Et si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez le trouver sur LinkedIn ou me demander. Et dans ce cas-là, on pourra faire l'intro si ça intéresse quelqu'un ici. Donc, il faut que je retrouve mon fil. Et je le retrouve chez toi, Jean-Louis.
Quelles sont, ma question, elle est comme la première question un petit peu à Vincent, les principaux défis que vous avez, vous, eu dans la collaboration franco-allemande entre vous, donc une petite société d'ingénierie, comme tu disais, de 10 personnes, et les mastodontes allemands de l'autre côté, donc un Knorr-Bremse que tout le monde connaît ici. Quels étaient un petit peu les défis que vous avez eus dans cette discussion-là, dans la collaboration, et comment est-ce que vous avez pu les relever? Alors, merci. Avant de parler des différences entre les Français et les Allemands, il y a déjà une différence entre les startups et les grands industriels. Les grands industriels rêvent tous d'être inventifs, innovants, vifs et dynamiques. Et puis, donc, ils viennent voir des startups qui leur apportent ça. Puis les startups ne comprennent pas pourquoi les industriels sont lents, peu décisionnaires, etc., etc. Donc, le grand choc qu'une startup, et j'imagine que c'est pareil pour mes camarades, le grand choc que nous avons, nous, en tant que startup industrielle, je rappelle que Talano, on est dans l'industrie, on est dans le dur, on n'est pas du tout dans du soft. Nous, on est dans les garnitures de frein, on est dans les systèmes de freinage, on est dans les filtres. Donc, c'est vraiment du hardware. Et quand nous arrivons avec une solution, nous la proposons à des industriels. Donc, grand 1, les industriels, nous avons un gap psychologique, culturel qui est colossal avec tous les industriels. C'est une vérité. Et c'est compliqué à vivre, croyez-moi. En ce qui concerne le gap entre les industriels, je dirais, les industriels français et les industriels allemands, alors, vu du point de vue du start-upper, pour info, moi je viens de la finance, hein, je viens pas de l'industrie, donc j'ai en plus un œil encore différent de visualisation de ce gap. Ce que je peux dire simplement, c'est que les grands industriels allemands auxquels nous avons affaire sont très intéressés par le côté innovant, un peu déstructuré, un peu frappadingue des start-upers français. Mais il faut intégrer tout ceci. Et en plus, nous sommes confrontés à un autre sujet, comme on vient taper dans l'industrie lourde, c'est que c'est difficile d'expliquer à un ingénieur allemand qu'on a pensé un truc auquel il n'a pas pensé. C'est très, très, très difficile. Il faut lui dire très gentiment, parce qu'autrement, il le prend très, très mal. Déjà, les industriels français ne le prennent pas bien, mais alors les industriels allemands, waouh! Donc, c'est un vrai sujet. Alors, une nouvelle fois, au-delà de la pointe humoristique, c'est pas un sujet qui s'adresse qu'aux industriels allemands. Mais, comme nous sommes, nous, Talano, dans la ligne de force des industriels allemands, le transport, l'acier, la chimie, hein, les plaquettes de frein, c'est de la chimie. Nous sommes dans la ligne de force des industriels allemands. Donc, c'est encore plus significatif parce que effectivement venir à expliquer à un industriel allemand que ces garnitures polluent et c'est pas bien, bah oui, il le sait évidemment, il s'en est rendu compte quand même, et qu'on a une solution, ça, bon voilà. Donc le sujet majeur, c'est ça. Une fois qu'on a franchi ce gap, le mix entre la puissance du grand industriel et le côté déstructuré de la start-up innovante, ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien et les coopérations sont très intéressantes. Comme je vous disais, nous on était au salon InnoTrans avec Knorr-Bremse, c'était assez amusant quand même d'avoir un leader mondial de l'industrie lourde, hein, Knorr, qui nous introduit sur leur stand et voilà, on fait partie du paysage. Donc c'est difficile, c'est long et le gap culturel fait que la capacité à convaincre l'autre est plus importante. Il n'en demeure pas moins que lorsque ce gap est rempli, lorsqu'on a brisé la glace, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ben, c'est un petit peu aussi ce que Youn a déjà touché un petit peu tout à l'heure. Et mes dernières questions à vous, et Youn, on commencera par toi, c'est quels sont les projets de Rosie dans les années qui viennent en France et en Allemagne? Et je vais fusionner ça avec la dernière question que j'avais posée aussi à Vincent. Quels sont, en plus des souhaits que tu as déjà émis tout à l'heure sur la coopération, un petit peu tes souhaits pour ton industrie et pour toi dans l'Europe de demain? Oui, donc comme start-up, on est toujours très visionnaire, donc on rêve toujours grand.
Notre objectif, c'est d'abord d'avoir une chaîne de recyclage en Europe entière, donc dans tous les pays. C'est-à-dire, je voulais vous expliquer un tout petit peu ce panneau solaire. Hein. Donc, il est à peu près à 70% de verre. Donc, en gros, pour le recyclage, ce qu'on veut, c'est que les verres soient recyclés assez rapidement dans les différents pays. Et puis après, il y a la partie silicium, argent, métaux. On va les concentrer dans 2-3 pays qui peut apporter plus de valeur ajoutée. Donc on a une vision, une image vraiment sur l'Europe en entier pour avoir cette chaîne consolidée, pour avoir moindre de coûts et plus d'impact. C'est notre vision. Je sais, il est très grand, mais on va essayer de le faire. Le souhait, c'est toujours collaboration. C'est très, très important. J'ai une expérience un tout petit peu différente de toi. Mais c'est assez similaire. Donc, quand Rosie était tout petit, on a eu le premier silicium qui est très, très pur, issu de recyclage. Donc, il y a des collègues de Evonik qui nous ont bien accompagnés pour nous dire ce qu'il faut regarder dans les industries, comment il faut intégrer. Mais là, il faut bien séparer, c'est des collègues techniques d'Evonik. Donc, ils étaient vraiment très ouverts à nous aider. Mais dès qu'il a une décision à prendre dans le management, ah, ça, c'est long. Très, très long. Il veut avoir des business, quoi que ce soit comme proposition sans risque, zéro risque. Donc là, ça c'est un challenge, non seulement pour les startups, mais pour leur propre département technique. C'est très dur de dire. On va essayer d'affranchir, on va essayer de travailler ensemble. Donc, management de grands groupes, département technique de grands groupes et les startups. Merci. Oui, et aussi la chaîne de valeur européenne qui est intéressante parce que ça touche bien d'autres industries encore pour se dire qu'on n'a pas toujours besoin d'inventer la roue 27 fois quand même en Europe. C'est pareil aussi, es ist ähnlich in der Cybersecurity. Hatten wir gerade darüber gesprochen, wie man die Value Chain aufteilen könnte in Europa im Thema Solarpanels zum Beispiel. Und meine Frage wäre an dich, Nils, was sind eure Pläne für die nächsten Jahre bei Mitigant? Was würdest du dir wünschen, ihr als Startup, was bräuchtet ihr eigentlich in Europa, damit wir vielleicht auch diese Value Chain ein bisschen besser hinbekommen in Europa, weil wir ja uns als Europäer auch schützen müssen? Was wären da deine Wünsche, wenn du einen Zauberstab hättest? Okay, ich fange mal mit der Value Chain an, weil 5 Jahre in die Zukunft gucken für ein Startup ist immer, ja, das ist wie in eine Glaskugel reingucken und ich deute was. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in Europa mehr zusammenarbeiten, weil ich weiß zum Beispiel, ich löse Cloud Security, aber es ist halt nur ein Teil von Cyber Security. Ne? Und es gibt gute Startups in allen europäischen Ländern in den Bereichen. Wäre halt schöner, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr zusammenarbeiten könnte. Ne? Ich tausche mich mit vielen aus, aber mehr als Austausch ist meistens auch nicht drin zeitlich. Also da wäre es schön, wenn irgendwie die Zusammenarbeit ein bisschen besser gefördert werden könnte, weil ich glaube, dass wir zusammen das Thema sehr gut bearbeiten können. Ja? Aber ich sehe zum Beispiel, wenn es jetzt nur die Startups aus Deutschland, die werden die Probleme nicht lösen können, alle. Ne? So, dann in die Glaskugel guckt in 5 Jahren. Also man sieht jetzt schon, dass der Cloud-Markt sehr stark nach vorne geht, weil einfach bei uns ist zum Beispiel Telefonica investiert. Telefonica in Deutschland will in den nächsten 2 Jahren komplett von ihren Rechenzentren weg in die Cloud. Ja, und wenn ich da in die Glaskugel reingucke, dann werden wir wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn alles gut läuft, eines der Top-Cyber-Security-Unternehmen im Bereich Cloud Security in Europa sein. Ja, das jetzt mal positiv in die Glaskugel geguckt. Dass bis dahin noch ein weiter Weg ist und ich noch einige Klinken putzen muss und Türen öffnen muss, das ist mir auch klar. Aber momentan sieht das ganz, ganz gut aus. Ja. Was man dazu vielleicht sagen kann, ist, dass in Europa natürlich sehr viel der Austausch gefördert wird zwischen Startups. Sie kennen vielleicht die Programme von der EU, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die gemacht werden. Allerdings muss man sagen, dass diese meisten Austauschprogramme und Förderprogramme sich auf ganz kleine Unternehmen, die noch im Forschungsbereich sind, sich konzentrieren und da wird viel gefördert, zusammengearbeitet und so weiter. Was allerdings dann ein bisschen fehlt, ist, wenn die Unternehmen größer werden. Also wenn wir in der Scale-up-Phase sind, wo man eigentlich sagt, naja,
du hast jetzt Geld, du bist jetzt groß genug, du kannst jetzt alleine deinen Weg finden. Das erwartet man so ein kleines bisschen von den Startups, wenn sie dann größer sind. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Also was wirklich fehlt in Europa, ist die Zusammenarbeit und auch die Förderung dieser Zusammenarbeit von den Startups, die auf der einen Seite von der Politik gefördert werden könnte, von europäischen Programmen, von denen wir aber auch denken, dass sie sehr viel auch von den Unternehmen gefördert werden sollte, weil es im Prinzip auch die Zukunft der Unternehmen ist und der großen Unternehmen, die eigentlich da viel mehr investieren müssten aus unserer Sicht und dort auch Möglichkeiten schaffen sollten, dass Unternehmen auf europäischer Ebene noch viel mehr zusammenkommen. Das war nur so ein kleiner Ich würde da noch mal ganz kurz einhaken. Also ich würde mir wünschen, dass es überwiegend von Unternehmen gemacht wird. Weil wenn es von den Staaten gemacht wird, ob das Deutschland ist oder Frankreich, die Formulare, die ich danach ausfüllen muss, um die Mittel, die dafür freigegeben werden, ja, das kostet mich manchmal 2 bis 3 Stunden in der Woche. Ja, ist natürlich immer gut, wenn man das gefördert bekommt und dafür keine Anteile von der Firma geben muss. Aber ich glaube, wenn sich, sagen wir mal, Firmen, größere Firmen und etwas kleinere Firmen da zusammentun, ist es einiges leichter dann zu organisieren an der Stelle auch. Ja. Genau, David und Goliath gemeinsam. Jean-Louis, peut-être une dernière réponse sur les projets des années à venir et les souhaits les plus profonds pour l'Europe de demain de la part d'une start-up franco-allemande. Merci. Alors, sur les projets, nous, une nouvelle fois, on est drivé par la réglementation européenne. Donc, nos projets, nous travaillons avec des filtreurs allemands, avec des freinistes allemands, etc. Donc, nous avons une ligne de conduite qui est assez claire. Notre relation avec les grands industriels va continuer. Il y a un besoin, il y a une réglementation, c'est assez clair. Donc, là-dessus, j'ai pas de souhait particulier. Sur l'Europe et l'amitié franco-allemande, j'ai 2 souhaits personnels. Le premier souhait, et c'est lié à ma position de start-upper, c'est que lorsque l'Europe me propose de l'argent, ce qu'ils font, hein, il y a des tas de services à la Commission qui sont là pour proposer de l'argent aux start-up, je sois en mesure de l'accepter, ce qui n'est pas le cas. Et en tant que start-up qui est en cash burn depuis 10 ans, je suis amené à refuser des financements européens. Les refuser parce qu'on est 10 et que je ne sais pas répondre aux exigences hallucinantes de ces magnifiques fonctionnaires européens qui font un travail extraordinaire mais qui ne se sont jamais mis à notre place. Donc mon souhait en tant qu'Européen, en tant que start-upper européen, mon souhait c'est que si on me propose de l'argent, on n'est pas obligé de m'en proposer, mais si on me propose de l'argent, qu'on me le propose et qu'il soit accessible et que ça ne m'emmerde pas à essayer de dire oui pour in fine dire non. C'est épouvantable. Donc ça, je pense que d'autres le partagent, mais si certains peuvent le relayer à qui de droit, ce serait super. Mon deuxième souhait, parce que je ne connais pas les gens qu'il faut et puis après je leur dis qu'ils m'ennuient, ils me font perdre mon temps. Mais c'est une erreur d'analyse. Cette incapacité qu'a l'Union européenne ou la Commission à abonder dans les travaux que des gens comme nous peuvent faire, traduit simplement une absence de confiance en nous, les start-upers, et une absence de confiance en celui qui donne. Donc cette absence de confiance est symptomatique de l'Union européenne. En ce qui concerne mon souhait pour l'Europe, alors moi je suis comme Vincent, j'ai 2 fils, malheureusement si c'est malheureusement pour moi parce que je suis plus âgé, ils sont beaucoup plus âgés que les siens, ils n'ont pas 4 et 6 ans, ils ont 25 et bientôt 30 ans, donc ils sont en âge d'être militarisés. Mon souhait c'est pas simplement la paix, mon souhait c'est le réarmement. Et le réarmement de l'Europe, ça postule 2 choses. Ça postule que les Allemands l'acceptent, et aujourd'hui tous les Allemands ne sont pas prêts à accepter de se réarmer, parce qu'accepter de se réarmer, ça veut dire envoyer ses fils éventuellement aussi payer le prix du sang, pas que les miens, et ça veut dire aussi accepter que les autres acceptent que l'Allemagne se réarme. Ça, c'est la première chose. Du côté des Français, ça veut dire accepter une perte de décision, c'est-à-dire de partager notre armée et de partager notre force nucléaire. Les Français ne veulent pas le faire, parce qu'ils ont peur, évidemment, mais tant que les Allemands n'accepteront pas de se réarmer et que les Français n'accepteront pas de partager,
on ne réussira pas notre choix politique, qui est d'avoir une véritable Union européenne. Parce qu'une Union européenne sans armée, c'est raté. Merci, merci Jean-Louis. Donc, on va ouvrir pour quelques questions, quelques minutes de questions s'il y en a dans la salle. N'hésitez pas à lever la main s'il y a quelqu'un qui a une question à nos panélistes sur des questions start-up, innovation. Là, il y a deux. Nathalie? Deux mains qui se sont levées. Merci. Oui, on va prendre deux questions peut-être et après deux questions. Pour une question de temps, on va combiner les deux questions pour les réponses. Monsieur. Merci, Bernd Mayer, président du CAFAORA et accessoirement installateur photovoltaïque. Donc j'ai une question pour Yoon Liu, enfin plutôt deux questions d'ailleurs. La première, vous disiez que en Europe, on avait raté une fenêtre stratégique technologique pour maintenir l'industrie photovoltaïque productive, de production de panneaux. Ne pensez-vous pas qu'il y ait aussi du côté chinois, je reviens sur la guerre commerciale, une tendance bien forte de subventions et de baisse de prix artificiels pour tuer le reste de l'industrie. Pour l'audience, un panneau chinois est aujourd'hui 3 fois moins cher qu'un panneau produit en France, avec des composants chinois néanmoins. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle va sur le recyclage. Aujourd'hui, nous, on contribue à Soren, donc pour la partie recyclage. Quelle est votre vision de pouvoir recycler un panneau photovoltaïque en panneau photovoltaïque? Puisqu'aujourd'hui, on sépare les composants, mais on fait plein d'autres choses de tout ça. Alors, la première question, subvention. L'Europe, on subventionne très, très bien. Donc, les entreprises européennes sur photovoltaïque sont bien subventionnées. Donc, il n'y a pas. Je vous cite deux exemples, Northsun et Meyer-Burger. Je viens de Meyer-Burger originalement. Donc, tous les deux ont cette subvention Innovation Fund et tous les deux ont refusé. On peut dire, ils n'ont pas démarré leur projet parce que les conditions industrielles dans leur propre entreprise ne leur permettent pas de démarrer. Voilà, on subventionne aussi bien qu'en Chine. C'est un fait, on ne veut pas dire, mais c'est la vérité. La Chine subventionne, il arrive à démarrer, on n'arrive pas. C'est une chose. Puis, quand j'ai dit, pour remonter une industrie photovoltaïque, il faut au moins avoir 3 lignes. Équipementiers, on a très très peu d'équipementiers en Europe. Il y a 2-3 en Allemagne, c'est tout, un en Italie. Matières premières, il n'y a que Wacker en Allemagne qui se bat pour fournir encore du silicium haute pureté. Ils ont beaucoup de mal à cause de prix d'énergie. Il n'y a plus d'autres. Donc, argent, fil d'argent, Heraeus était leader mondial. Ils ont tous déménagé en Chine. Donc, une entreprise allemande déménagée en Chine pour produire tous les fils d'argent, tous les argents pour photovoltaïque. Verrier, Saint-Gobain pour le verre solaire sont tous sortis de marché parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Mais par contre, il y a des Indiens qui ont acheté des petits verriers allemands. Ils continuent à produire leurs panneaux. Pourquoi ? Il y a une chose, on est trop gonflé en Europe, c'est qu'on pense qu'on a vraiment une excellence dans les opérations et ce n'est pas vrai. Quand on parle d'une productivité, d'une chaîne industrielle, 100% de productivité et 80% de productivité, on perd 20% de chiffre d'affaires. Quand on regarde les grands industriels chinois comme Longji, Jinko, leur productivité dans la chaîne, c'est presque 100%, 99, 98%. Et nous, c'est beaucoup moins. Donc c'est là, je pense, on a perdu un peu notre objectivité dans nos propres technologies. Déjà, il faut admettre l'échec. Comme ça, on peut rebondir. Les politiques, elles n'admettent pas. Ça, c'est quelque chose, c'est très difficile pour les gens qui travaillent dans la technologie à digérer. Maintenant, dans les photovoltaïques, la technologie qui est leader, c'est heterojunction. Ça a commencé en Europe.
commencé par une collaboration franco-allemande même. Donc il y a 10 ans, 12 ans, on a commencé. Et aujourd'hui, les meilleures cellules, plus haut rendement, viennent de Chine. Il y a quelques experts européens, allemands notamment, derrière. Parce que les conditions là-bas sont bien meilleures que les conditions à travailler en Europe. C'est là où on doit travailler ensemble, de garder nos talents, garder nos compétences. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Soren, on peut rediscuter. Bonjour, merci tout d'abord, Peter Cloud, en Club d'affaires de Hambourg. Avant de commencer avec ma question, juste 2 remarques en tant qu'ingénieur allemand quand même. Un ami de chez Airbus à Hambourg m'a raconté cette histoire une fois. Les Allemands cherchent toujours la meilleure solution technologique. Les Français cherchent toujours la meilleure solution française. Petite différence. En ce qui concerne le solaire, aussi une remarque d'ailleurs de Wacker, puisque Wacker exporte 98% de son silicium pur vers la Chine. Si vous importez les matières premières de la Chine vers l'Europe pour produire des panels chez nous, donc notamment le verre, vous payez 80% des douanes. Si vous achetez le panel fini, vous payez 0% douane. Ouais, juste pour avoir une idée pourquoi cette industrie est partie. Maintenant, la question c'est le financement. À ma connaissance, en Europe, et je souhaiterais que vous me répondiez si c'est meilleur en France qu'en Allemagne, le seed capital, ce n'est pas un problème. Donc, les premiers 100 000, les premiers 500 000, peut-être jusqu'à 1 million, ce n'est pas un problème pour monter. Mais nous avons là des entreprises quand même d'une différente taille. Lorsqu'on approche Series A, donc 5 millions au-dessus de 5 millions, ça devient compliqué. Et de 10 millions à 50 millions, il n'y a rien en Europe. Johannes Reck, donc de Get Your Guide, il a dit une fois, il faut juste copier ce que les Français ont fait avec Station F, etc. Donc, petite question, est-ce que au niveau du financement en France, vous êtes placé d'une manière meilleure qu'en Allemagne? Et est-ce que ça touche aussi un peu l'impôt, puisque j'ai entendu dire qu'un financement en Allemagne, dans le CEDAP, c'est traité de la même manière qu'une action de chez Allianz. Alors, je vais pas répondre sur l'impôt parce que je ne connais pas les différences fiscales à ce point-là. Ce que je peux vous dire simplement, et ça c'est une expérience personnelle parce que je suis un jeune start-upper, mais j'ai 63 ans quand même, donc j'ai eu un peu d'expérience professionnelle, c'est que la France a changé son attitude à l'égard des startups avec la création de BPI. Et BPI a été une révolution en France dans le sens où, au lieu d'avoir 50 différents financeurs, on s'est retrouvé avec un financeur et que ce financeur a pris le lead sur des financements. Moi, dans ma société, je me suis retrouvé, alors on est en cash burn, etc. Donc on n'est pas, on gagne pas d'argent. Donc les gens qui viennent pour nous, il faut qu'ils prennent des risques. Et j'ai pu réaliser pas mal de financements parce que BPI a dit si vous en êtes, j'en serai. Et à partir du moment où on a quelqu'un comme BPI en France qui va dire je viens pas obligatoirement comme chef de file, mais au moins comme partenaire sérieux, soudainement, tous les fonds d'investissement vont fonctionner. Et donc, je ne parle pas des très grandes opérations, mais des opérations pour une start-up. Eh bien, pour une start-up, il y a 15 ans, il fallait trouver un chef de file, il fallait trouver des capitaux, c'était infaisable et on partait tous aux États-Unis. Depuis la création de BPI, on a trouvé ça. Ce qui manque peut-être, et je ne suis pas en mesure véritablement de juger, mais ce qui manque peut-être en Allemagne, c'est cette révolution, c'est une révolution qu'a fait BPI, cette révolution qu'a représenté BPI dans une décision de véritablement investir et de devenir, alors vous parlez de Station F, mais c'est la même chose, hein, c'est le même écosystème. Station F est venue
avec BPI, après BPI, c'est la même logique. Donc à partir du moment où il y a eu une centralisation de la prise de risque, eh bien soudainement, tous les financiers se sont mis en marche derrière. Et ça a été une révolution. Nous ne l'avons pas au niveau de l'Europe, et peut-être pas au niveau de l'Allemagne, mais là je ne suis pas assez pertinent pour pouvoir le juger. Nils, vielleicht ein letztes Wort zur Finanzierung in Deutschland. Risikokapitalfinanzierung in Deutschland. Welche meinst du? Also ich verstehe kein Französisch, aber ein bisschen habe ich verstanden. Also diese Problematik, also alles was Pre-Seed bis Seed, ist einfach nicht genügend Kapital da. Ja, also bei uns ist der HTGF investiert, das ist Deutschlands, sag ich mal, einer der größten Seed-Investoren. Und nun war ja letztes Jahr eines der schlechtesten Jahre, um überhaupt Geld zu bekommen. Ja, und für die Startups, die angefangen haben, war es sogar noch schlechter. Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich um eine Pre-Seed-Runde 15.000 € monatlich wiederkehrendes Geld von Kunden haben muss, dann bin ich kein Pre-Seed mehr. Ja, also der Zugang zum Kapitalmarkt finde ich sehr fatal. Und ich weiß nicht, wie es da in Frankreich aussieht, aber in Deutschland definitiv nicht gut. Ja, und Business Angels, ja, die können was übernehmen, aber die machen dann keine Hightech-Themen. Also ich würde mich selber nicht als Deep Tech bezeichnen, aber für die meisten Firmen bin ich in dem Bereich Deep Tech. So, das heißt, oder die zwei Unternehmen, die hier sitzen, die haben sehr hohe Anfahrtkosten überhaupt, ja, um die Produktion zu machen. Ja. Das finanziert ja kaum jemand in Deutschland. Ne? Also diese Herausforderung weiß ich noch nicht genau, wie man das angehen kann. Ich hoffe, dass, falls wir mal reich werden, dass wir dann das Geld in die Hand nehmen und mal andere Business Angels sind, weil ich habe von USA gehört, ich habe mich da mit einem der Gründer von Neuvecta unterhalten, der meinte, wenn er eine Idee hat, dann geht er halt da zu einem der Super Business Angels, da kriegt er halt mal 1-2 Millionen mal, einfach um einen Anschub zu machen. Ja, davon kann ich in Deutschland nur träumen. Na, also von daher, also ich wünsche mir da auch etwas mehr Mut. Etwas mehr Mut. Zu investieren. Das ist ja mal ein gutes Schlusswort. Wir wünschen uns alle ein bisschen mehr Mut. Und damit würde ich sagen, können wir diesen Roundtable jetzt beenden. Merci beaucoup, vielen Dank pour vos réponses. Et donc, il y a un petit